Hey, bonjour tout le monde, alors je suis Xavier alias Xavki, nouvelle vidéo dédiée à notre infrastructure cloud déployée sur le cloud d'Infomaniac. Donc on va poursuivre par rapport aux vidéos précédentes et souvenez-vous du coup, si on regarde les deux blocs qu'on a réalisés depuis à peu près le début quasiment de la playlist, on a réalisé un Ansible d'un côté, de l'autre côté on a réalisé du Terraform et maintenant aujourd'hui ce qu'on va faire c'est on va assembler les deux choses. Alors on va les assembler, on va pas forcément utiliser les best practices on va dire de Terraform puisque la meilleure des choses à réaliser ce serait en fait de faire un Terraform ici Ansible et de s'apercevoir finalement qu'on a un provider Terraform pour Ansible. Donc on peut regarder voilà comme ceci ici. L'inconvénient, c'est que en fait, je m'y retrouve. Je vois le principe de fonctionnement, je l'ai utilisé, mais finalement, il va générer plus de difficultés que de solutions finalement apportées à notre cas de figure. Alors l'inconvénient de ne pas utiliser le provider pour Ansible, qu'est-ce que ça comporte comme élément à amener dans le choix finalement? Eh bien, d'un côté, si on n'utilise pas le provider Ansible pour Terraform, quand on va lancer du Ansible à partir de Terraform, ça veut dire que Terraform va être un peu moins en mesure de comprendre comment Ansible, comment la ressource finalement qui va permettre de lancer Ansible va se comporter. Est-ce qu'elle s'est bien comportée, mal comportée? Est-ce qu'il y a besoin de la rejouer ou pas? Alors attention, le provider Ansible pour Terraform n'est pas non plus complètement en mesure de juger de la nécessité de relancer du Ansible ou de ne pas le relancer. Donc déjà, ça modère un petit peu le choix. L'autre élément qui est important, c'est que nous, souvenez-vous, on a l'aspect où on essaye d'organiser les choses avec, en respectant un tant soit peu, on va dire, les best practices d'Ansible. En l'état, à l'heure actuelle, on est plutôt pas trop mal. L'utilisation du provider Ansible pour Terraform fait qu'on serait obligé de splitter un petit peu les choses. Ça, on s'éloignerait pas énormément des best practices et puis on resterait forcément dans, on va dire, dans le use case, dans la best practice d'utilisation de Terraform avec Ansible, puisque c'est quand même fait pour ça à la base, hein, donc il faut avoir conscience de ce choix qui est fait. Mais voilà. Et par ailleurs, ce qui émane comme difficulté, c'est notamment l'utilisation et la définition des variables. Alors, pas les variables simples, type string, mais des variables un peu plus élaborées avec le provider Ansible sont un peu plus complexes à utiliser. Bref, d'autres éléments encore, l'utilisation de Vault qui se fait, mais qui n'est pas forcément comme je le souhaite, et d'autres petits éléments font que j'ai pas envie finalement de l'utiliser. On verra, on peut en reparler, on peut pousser un peu plus les choses, mais voilà, les tests que j'ai pu en faire dans ce cas de figure là ne me donnent pas en fait une grande confiance en tout cas dans la nécessité de le faire. Ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est un très bon outil, mais voilà, ce choix est porté comme ça. Donc nous, on fait une croix dessus. Voilà, c'est comme ça. Autre élément important, vous voyez, hein, même si des fois je fais tourner un peu plus certainement que vous les machines, parce que voilà, quand je tourne des vidéos, je prépare des fois, je lance les choses, ou j'ai oublié aussi, je crois, de destroy une fois. On est à 34 centimes de consommation. Donc ce qui est pas énorme, donc c'est assez cool. J'espère que chez vous ça monte pas non plus trop haut, mais je ne pense pas parce que vous voyez, hein, 34 centimes, sachant que vous avez 300 euros, normalement ça, vous avez de quoi venir. Attention, hein, ça veut pas dire qu'il faut claquer tout de suite parce que là pour l'instant on est juste en train de développer un pauvre VPN, hein, quand même, faut en avoir conscience, donc ça va être juste un VPN, et derrière on va quand même avoir une multitude, souvenez-vous des vidéos précédentes, une multitude de machines. Donc ça va, les choses vont changer quand même assez considérablement sur cet aspect-là. Donc là aujourd'hui, ce que je vous invite aussi, hein, c'est si vous voulez vraiment creuser encore plus Terraform, vous allez voir là, on va vraiment faire, on va pousser un peu plus loin avec Terraform, on va voir aussi la notion de module dès la prochaine vidéo, parce qu'on va avoir besoin de refactoriser en fait, on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble, déjà de voir pourquoi, et puis de trouver les solutions adaptées. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist dédiée à Terraform, il y a aussi des notions de base sur les modules qu'on abordera aussi dans les prochaines vidéos, mais voilà. Alors première chose qu'on va faire, déjà première chose, on va se mettre comme ceci, voilà. Slide. Donc,
Première chose qu'on va faire, c'est pour être un petit peu tranquille, on n'en a pas trop parlé jusqu'ici, mais Ansible, il y a différentes manières de le configurer, en fait, différents endroits pour le configurer. Il utilise un fichier qui s'appelle ansible.cfg. Ce fichier ansible.cfg, il peut être défini soit au niveau de la machine, quand on va faire, on peut le faire dans /etc, ansible, ansible.cfg, soit dans la home de l'utilisateur qui lance le Ansible, soit à la racine du projet, ou à l'endroit où on va lancer le playbook. Donc nous, ce qu'on va faire, on va définir quelques petits éléments de configuration. Là, le but, c'est aussi de vous apporter des éléments d'information plus que d'un réel besoin important, quoi. Mais on va définir un ansible.cfg dans notre home, à l'endroit où on a notre code Ansible. Donc si on reprend en l'état actuel des choses, qu'est-ce que l'on a? Dans notre répertoire global, on a un répertoire Ansible et un répertoire Terraform. Dans le Terraform, on a tout notre Terraform, et dans le Ansible, on a nos rôles Ansible, notre playbook, pour l'instant on n'en a qu'un seul, et également on retrouve un fichier d'inventory, donc un répertoire d'inventory avec un deuxième répertoire qui donne la définition de l'inventaire pour l'environnement de dev, et puis on pourrait imaginer en avoir d'autres. Donc nous, dans Ansible ici, on va créer le ansible.cfg. Donc ce que je vais faire un code comme ici, voilà, comme ceci. Et on va se rendre du coup, alors ça on va le fermer, voilà. On va se rendre dans Ansible, vous voyez ici, on va ajouter un fichier, et on va dire que ce fichier, hop, c'est ansible.cfg. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc c'est défini, c'est en format ini. On a le bloc default, nous, et le bloc SSH connection. Le bloc default, il va nous permettre notamment d'éviter que Ansible se prenne les pieds dans que Terraform, quand il lance le Ansible, se prenne les pieds dans le tapis un petit peu, en vérifiant le host key, donc quand il fait la connexion SSH. Donc nous, on va passer à false. Ensuite, comme on va être dans un cas de figure, on va vouloir essayer d'aller le plus vite possible pour lancer du Ansible, parce que bon, pour l'instant, ça va, on n'a pas trop besoin de paralléliser, mais potentiellement, par la suite, tout ce qu'on pourra paralléliser, autant le faire autant que se peut. On va forker Ansible, donc du coup on va l'autoriser à forker jusqu'à 40, bon, c'est beaucoup, et derrière voilà, il fera en fonction de ce qu'il a à sa disposition. Il faut aussi que ce soit adapté au nombre de CPU et de cœurs que vous avez à votre disposition. Ici, cet élément-là, on en reparlera, c'est ce qui va nous permettre de lancer des commandes en tant que Postgres, quand on va faire du Postgres, très important. Ansible va nous alerter dessus, mais voilà, pour l'instant, on va être obligé de fonctionner comme ceci, on verra par la suite. Autre élément important, c'est cet aspect-ci, est-ce qu'on est bien? Ouais. C'est la possibilité de tuner ou configurer, ou en tout cas de reparamétrer la commande SSH qui est lancée par Ansible. Donc Ansible, comme je vous disais, il est basé sur SSH, il n'a pas d'agent, et quand il envoie donc son script à jouer sur la machine distante, qui est en Python, il le fait en SSH. Et là, derrière, on peut paramétrer SSH pour lui passer des éléments que l'on souhaite, comme un SSH classique avec le tiret petit o pour passer des options. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un contrôle master auto, on va faire un contrôle persist 60 secondes, un prefer authentication key, lui dire tout de suite utilise la clé publique, cherche pas, te pose pas de questions. Un forward agent AIS qui est pas forcément nécessaire, si, il sera nécessaire, non, il n'est pas nécessaire dans le cas de figure, il serait nécessaire, c'est si on utilisait réellement la machine de rebond, quoique, non, même pas. Je pense qu'on peut le virer, voilà, on va le virer pour l'instant. Et le pipelining à true. Alors tout ça, ça a une vocation à une chose principalement, c'est à gagner du temps au lancement de Ansible. Permettre à Ansible de multiplexer les connexions SSH, c'est-à-dire et potentiellement en avoir plusieurs, conserver ces connexions relativement longtemps, donc 60 secondes, de manière à faire en sorte de ne pas avoir à chaque fois à réinitialiser la connexion d'une connexion SSH. Je vous invite à aller voir la playlist dédiée à SSH pour comprendre un petit peu le principe de fonctionnement. Mais voilà, on a envie d'aller un petit peu plus vite de ce côté-là et pas se reconnecter à chaque fois en tout cas. Et puis également, le fait de Preferred Authentication, donc le public key, ça va éviter que quand le SSH va chercher à se connecter, qu'il réfléchisse et qu'il dise « Ah, je teste password. Ah, c'est pas password. Ah, c'est public key. Ah, c'est public key. Ok, j'y vais. » Donc là, du coup, son principe, c'est quoi? Ce principe-là, c'est de gagner du temps. Le deuxième élément qu'on va réaliser,
c'est qu'on va réaliser le split en playbook. Donc là, on est un peu moins dans les best practices, on va dire, Ansible. Ça pose pas de soucis, hein, c'est pas anti-best practice non plus. Mais on va splitter en 2 playbooks. Le playbook qui est ici. Donc le playbook qui est ici, vous voyez, on est en mode, on lance la partie serveur et la partie client. Nous, ce qui va se passer, ce qu'on veut, c'est que ce soit le Terraform qui initie la création de chacun des utilisateurs clients, donc la génération des certificats par utilisateur, et pas le Ansible finalement. Donc là, pour faire ça, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les deux de manière à pouvoir passer vraiment strictement des variables au playbook dédié au client. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si c'est Terraform qui manage le playbook.yml, en l'état actuel, ce qui va se passer, c'est que si on lui dit, bah, écoute, tu fais une boucle sur les variables d'utilisateurs que tu as dans ton Terraform, donc mettons que j'ai 10 utilisateurs, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le fichier playbook.yml et il va le jouer 10 fois en boucle. Alors ok, on aura les utilisateurs qui vont être créés un après l'autre, mais par contre, on va aussi avoir la partie OpenVPN Server qui est idempotente, puisqu'on a vu que finalement on peut la rejouer 2 fois de suite, ça pose pas de souci. Mais malgré tout, on va perdre du temps, puisqu'en fait on va rejouer à chaque fois l'OpenVPN Server pour pouvoir jouer l'OpenVPN client. Du coup, on va perdre du temps, c'est pas forcément terrible. L'autre méthode, ce serait de réussir à passer une liste vraiment propre. Quand je dis propre, c'est sur la forme, hein, pour Ansible, de manière à faire en sorte que cette liste soit facilement utilisable à Ansible, ce qui n'est pas si évident que ça malgré tout. Donc là, on va faire un playbook, donc on va rename ici, on va dire playbook-OpenVPN server, comme ceci. On n'est pas obligé de mettre playbook parce que de toute façon, ce sera forcément un playbook à l'endroit où il est situé. Et puis on va le copier-coller, et puis on va rename, et on va l'appeler client, celui-ci par exemple. Et puis surtout, on n'oublie pas d'adapter comme il faut. Donc le client, il va avoir juste client, et le serveur, lui, va voir bien sûr juste serveur. Donc ça, pas de grosses modifications. L'autre élément important, là c'est ultra spécifique, et ça je l'avais pas vraiment en tête jusqu'ici, c'est tac, si on va dans notre rôle OpenVPN client, hop, qui doit être celui-ci, oui, dans les tasks ici, souvenez-vous, on a cette fameuse task qui appelle un sous-fichier, mais qui est joué grâce à une loupe. Ça va pas fonctionner de cette manière-ci. Nous, ce qu'il nous faut, comme on va lancer un seul utilisateur par le Terraform à notre boucle, ce qu'il nous faut, c'est un retour à la ligne comme ceci. Et il ne faut pas passer ici, il ne faut pas donner l'impression à Ansible qu'on lui passe une liste, puisque finalement on va lui passer un string. Et s'il reçoit un string à la place de la liste qui est là, il va faire « Ah écoute, moi je ne sais pas gérer, j'attends une liste, j'attends pas un string, j'attends un truc entre crochets et pas autrement. » Donc là on va le laisser comme ça. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une subtilité entre loop et withitem là-dessus, on le verra au lancement du coup. Donc ça, on a fait ça. Maintenant, bah, du coup, comme je vous disais, le but, c'est que la liste des utilisateurs, elle soit initiée non pas par le Ansible, mais par le Terraform. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, cette fois-ci, dans notre Terraform, et on va rajouter une variable qui n'existe pas encore. On va aller à la fin, ici, voilà, par exemple. Et on va rajouter une variable qui s'appelle VPN-user, list. Et là, c'est une variable de type liste, du coup, comme son nom l'indique, liste de string, et du coup, là, je mets mon nom d'utilisateur. On pourrait en avoir X de cette manière-ci. Alors maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est créer une nouvelle ressource qui va être lancée à partir des instances qui sont, sur l'instance en question. Donc là, on va découvrir un petit peu de petites choses. Alors, habituez-vous, parce que dans les prochaines vidéos dédiées à Terraform, quand on va faire le module, ça va être la partie, on va dire, la plus rude un petit peu, je pense, de toute la playlist qu'il va y avoir à faire. Donc je vais vraiment la saucissonner, la découper en morceaux, de manière à faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Donc là, on va partir sur un ansible.tf. Ok. Et donc sur ansible.tf, lui, son but, ça va être de lancer, que Terraform lance les commandes Ansible pour pouvoir faire notre installation. Donc là, on va avoir deux commandes à lancer. La première, c'est OpenVPN Server, le premier playbook OpenVPN Server, et le deuxième, c'est OpenVPN Client.
Pour OpenVPN Server, on n'a pas de loop à réaliser, on n'a pas besoin d'itérer sur quoi que ce soit, donc ça on le sait. Sur le deuxième, par contre, on a besoin d'itérer sur notre fameuse liste de clients VPN, liste Terraform désormais. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. La deuxième chose à avoir en tête, c'est que du coup, la manière dont Terraform va fonctionner, c'est qu'il va lancer localement notre Ansible qui est installé localement. On pourrait le faire de manière déportée, hein. Le lancer localement, de manière à ce qu'il réalise le lancement de cette commande Ansible localement, comme nous on l'a fait hein, finalement dans les vidéos précédentes, et qu'il réalise la tâche qu'on faisait préalablement nous directement. Pour faire ça, on va utiliser un outil qui s'appelle une ressource spécifique qui s'appelle null resource, parce que finalement on n'est pas sur un provider, alors même s'il y a besoin d'un provider null resource, on n'est pas sur un provider de type cloud comme on a avec l'OpenStack, on n'est pas non plus avec un provider Ansible. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de lancer des commandes locales, ça pourrait être du shell, ce qu'on veut, etc. Donc là, on va utiliser le null resource qui met à disposition deux types de provisionneurs. Ici, le provisionneur, c'est local exec, il existe aussi le remote exec. Le local exec, comme son nom l'indique, le but c'est de lancer des commandes à l'endroit où on lance le Terraform. C'est-à-dire, nous, en l'occurrence, c'est sur notre laptop. Si on faisait du remote exec, c'est pas ce qu'on fait, ce serait, du coup, une commande qui serait lancée sur le serveur distant. Nous, c'est pas notre cas de figure. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est cette notion de trigger. Alors, je vous l'ai mise, elle n'est pas complètement nécessaire, mais si, elle est nécessaire dans notre cas de figure, parce qu'on fait du développement, on a besoin de relancer les choses. Je vous l'ai mise, alors je crois que j'ai même mis... Non, j'ai pas remis l'astuce, c'est pas grave. Je vous l'ai mise parce qu'en fait, cette commande trigger, donc comme son nom l'indique, c'est un déclencheur qui va dire à Terraform, écoute, sur cette règle-là, sur cette base-là, tu vas pouvoir relancer, tu vas devoir relancer le null resource, le bloc de null resource en question. Souvenez-vous, quand on refait un Terraform apply, par exemple sur notre création d'instance, quand l'instance est déjà créée, il ne va pas rejouer les choses. Il va faire, ah ok, c'est déjà dans l'état final, je ne fais rien, comme Ansible est capable de le faire. Là, dans notre cas de figure, c'est un petit peu différent, parce que comme il n'est pas en mesure d'apprécier le contenu de ce qu'on va lui passer après, il va faire, ok, si on le laisse tel quel sans déclencheur, il va se lancer le Terraform, et puis il va faire, ok, c'est bon, j'ai fait la tâche. Donc si on le relance juste derrière, même si on modifie des choses dans le Terraform, ou même si on modifie des choses ici, il va pas forcément le voir, en tout cas surtout dans le Terraform, il va pas forcément le voir, et derrière, du coup, il va pas rejouer les choses, et nous, notre modification de Terraform ne sera pas appliquée. Donc pour pallier à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un faux déclencheur, finalement, qui est basé sur le timestamp. Ce déclencheur basé sur le timestamp, il prend en entrée une variable que vous pouvez appeler Titi Toto ce que vous voulez. Là, c'est always run, c'est juste pour dire, voilà, on va le lancer tout le temps. Et pour se baser, ce trigger, il va se dire, si la variable always run est différente à la variable que j'ai connue juste dans le lancement précédent, à ce moment-là, je fais la modification. Et comme la variable, on l'initialise, en tout cas, la valeur de cette variable, on lui passe à chaque fois la valeur de timestamp, cette variable est tout le temps différente à chaque lancement, puisqu'en fait, à chaque fois, sa valeur change. Donc, du coup, à chaque fois, Terraform va jouer cet élément-là. Autre élément important, du coup, maintenant, c'est qu'est-ce que l'on va lancer avec ce null resource. Donc, nous, on a dit qu'on lançait un bloc de local exec, c'est-à-dire, c'est comme si on était avec notre Ansible, donc localement. La difficulté, contrairement à tout ce qu'on va faire après, c'est de pouvoir déterminer l'IP public, pas l'IP privé, l'IP public. Alors là, il y a différentes options possibles, mais là, on va utiliser cette option-là, qui n'est pas forcément la plus jolie, mais qui va bien marcher. C'est de déterminer l'IP public de notre serveur VPN pour pouvoir se connecter en SSH dessus. Et pour pouvoir se connecter en SSH avec Ansible, du coup, cette IP elle doit être renseignée dans un inventory. Là, on ne va pas pouvoir, du coup, comme l'IP on ne la connaît pas, il faut l'éditer à la volée, et du coup, l'inventaire de base qu'on connaît dans notre /dev env inventory, on ne peut pas aller l'éditer comme ça va pas être évident. Donc le mieux, c'est de créer finalement un inventory temporaire, le temps du lancement du local exec, qui va s'adapter en fonction de l'IP du moment. C'est-à-dire que si j'ai destroy et que je veux, dans la prochaine vidéo, tout recréer, il faut que ça puisse fonctionner avec la bonne IP du moment. Donc là, on est sur quelque chose où on ne va pas pouvoir passer comme on fera par la suite, c'est-à-dire par l'API OpenStack qui va nous fournir vraiment les informations, et notamment les IP internes qui seront plus faciles à trouver.
Là, du coup, on va faire quelque chose d'un petit peu plus tordu, on va dire. Première chose, c'est qu'on va faire un echo pour créer un fichier openvpn.ini, parce que tout simplement, l'inventaire, souvenez-vous, on a deux formats d'inventaire dans Ansible. On a le ini, donc qui lui est très plat, et puis on a le YAML qui lui est très structuré. Là en l'occurrence, comme on veut faire juste de l'édition à la volée pour un seul serveur, le ini est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc du coup on va utiliser le format ini cette fois-ci. Moi j'en suis pas un grand fan, mais pour le coup c'est assez adapté. Donc on va faire un echo, on va initialiser le fichier openvpn.ini, ce sera notre inventory. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que souvenez-vous, lors des vidéos précédentes, on va quand même réutiliser la notion de groupe de notre inventaire Ansible qu'on a de base. Ce groupe, il permet une chose, souvenez-vous, si on retourne dans notre Ansible ici, env, dans les groupes var ici, on a un groupe var, donc des variables qui se rapportent au groupe OpenVPN, puisque le fichier se nomme comme ça, et ces variables, c'est celle-ci. Donc là, nous, en l'occurrence, le fait de créer ce groupe ici, donc entre crochets OpenVPN, c'est le format ini pour déclarer des groupes dans l'inventaire de Ansible en format ini, eh bien ça va nous permettre de créer ce groupe et d'affecter finalement les variables qui existaient déjà préalablement dans cette partie-là. Donc ça veut dire que si je veux modifier des choses, il faudra quand même que je les modifie dans le Ansible. Potentiellement, on pourrait les éditer de la même manière à la volée, mais là, nous, en l'occurrence, c'est pas forcément nécessaire. Et là, on fait un TA de manière à venir éditer le fichier qu'on vient juste de créer avant, openvpn.ini. Comme ça, en plus, on a la sortie éventuellement des éléments dans la ligne de commande. Alors, ligne suivante, qu'est-ce que l'on fait? Donc la ligne suivante, le but, comme je vous disais, c'est de s'adapter à l'IP public de notre OpenVPN qui a été créé donc par la ressource juste avant, hein. Donc cette ressource, hop là, on revient, non c'est pas ça, c'est ça, voilà. Donc cette ressource, souvenez-vous, hein, du coup c'est le fichier cat instance, cette ressource, elle est ici. Donc c'est la ressource OpenStack Compute Floating IP Associate V2 et FIPASOC. Donc celle-ci, on va aller la récupérer, on va récupérer l'adresse de celle-ci. Quoi, c'est pas celle-ci plutôt, c'est celle-ci. Donc c'est... on doit être un petit peu plus haut, voilà, c'est quand on a créé ici l'IP flottante, donc float IP 1, et on va récupérer la valeur de l'adresse, quoi. Donc là, derrière, nous ce qu'on fait, c'est on fait un echo OpenVPN, donc du coup ça c'est le nom, ça va être le nom du serveur au sens de l'inventaire, donc le groupe au-dessus, entre crochets, le serveur ensuite qu'on déclare, et ensuite ce serveur, souvenez-vous, on n'a pas de résolution DNS spécifiquement pour lui, en plus, ce qui se passe, c'est que cette IP va être variable. Donc derrière, on ne peut pas lui dire, même dans notre CC host, si on allait l'éditer, il faudrait l'éditer à chaque fois à la main, ce serait un peu nul. Donc du coup, là, on va l'éditer à la volée. Et on va dire, du coup, on va redéfinir le Ansible égale quelque chose. Donc ça correspond finalement à ce qu'on avait dans notre inventaire avant en mode YAML. Hein. Ça correspond finalement à cette structure-ci. Okay, hein, nous on a fait le OpenVPN entre crochets ici, et ici là on est juste en train d'éditer cette ligne là finalement. Donc là nous on a mis OpenVPN pour ça, et là ensuite on est en train d'éditer Ansible host pour venir lui coller l'IP public qui correspond. Là on peut même la laisser ici, hein, de toute façon ça va pas être utilisé. Donc derrière, pour initialiser cette variable Ansible host, ce qu'on va faire c'est récupérer la valeur qui est générée donc par la ressource Terraform quand on a créé cette IP flottante. Donc là on le fait de cette manière-ci. Attention, on est entre double quotes, on est en train de lancer du shell, donc du coup la variable Terraform elle se fait sous cette forme-ci, c'est-à-dire qu'on considère qu'on est dans du shell, du coup $ entre accolades pour pouvoir interpréter la variable, et la variable en question finalement c'est l'output, en tout cas la variable de sortie de notre fameuse création de ressources de la floating IP en question. Et ça, bah, comme tout à l'heure, on va faire un t-a pour venir ajouter cette ligne-là supplémentaire dans notre OpenVPN ini. Ensuite, du coup, nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est lancer Ansible. Donc pour lancer Ansible, ce qui va se passer, c'est qu'on a besoin, du coup, d'une part de récupérer et de s'assurer de récupérer le Ansible CFG qu'on vient juste de définir avant pour prendre en compte cette nouvelle configuration de Ansible spécifique. Donc là, on est, souvenez-vous, hop, ici, on est donc dans Terraform, on va être à cet endroit-là. Donc si je remonte d'un niveau, donc je remonte au-dessus de Terraform, je suis ici, je rentre dans Ansible et je vais dans mon Ansible CFG qui existe désormais. Donc là, c'est ce que je fais, hop là, décidément, hop, voilà. C'est ce que je fais finalement ici.
Donc là, je vais chercher et je définis en variable d'environnement mon Ansible CFG ici, quoi, en variable que je passe à ma ligne de commande, Ansible CFG. Ensuite, je lui dis, bah, moi, ce que je veux jouer, c'est un Ansible Playbook. Puis, je lui dis, bah, pour l'instant, en tout cas, en l'état actuel, on va utiliser le user Debian. Là encore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui préciser l'inventaire qu'on vient juste de créer avant, qui est spécifique avec notre fameuse floating IP qui est définie sur le moment. Ensuite, on va aller chercher notre clé publique, notre clé privée, cette fois-ci, SSH, pour la passer en Ansible. Donc on va aller la rechercher, du coup on sait qu'elle est dans notre home à cet endroit-là. Et puis enfin, on va aller chercher, donc nous là on est sur l'installation de l'OpenVPN Server pour l'instant. Donc on va chercher le playbook de l'OpenVPN Server. Alors je crois que j'ai mis underscore, il va falloir juste que je le fasse bien. Voilà, on va mettre un underscore. Et une fois que tout ça est joué, on supprime le OpenVPN init, de manière à ne pas avoir de fichiers de reliquats qui traînent. C'est quand même beaucoup mieux. Et puis dans tous les cas de figure, ce qu'on fait, c'est qu'on dépend finalement de la ressource de création de l'instance. Donc du coup, ce qu'on veut, c'est que cette ressource-là ne soit pas lancée avant la création de l'instance elle-même. Donc là, on copie cet élément-là. On va venir dans notre Ansible TF ici, et on va venir la coller. Donc nous, on a dit que ici, hop, c'était juste un underscore, voilà. Donc ça, avec ça, on va avoir joué notre installation d'OpenVPN Server. Maintenant, on a à peu près le même cas de figure, mais en boucle cette fois-ci, pour pouvoir créer finalement nos certificats utilisateurs. Donc là, on va se mettre ici, on va le regarder. Donc là, on est obligé de faire... Donc, on va dire qu'on fait à peu près les mêmes choses ici, sur presque tout ce bloc-là, hormis une variante. La variante, et en cascade, elle va générer 2-3 petites modifications, c'est celle-ci. C'est qu'en fait, on veut faire une boucle for each de Terraform sur cet élément-là qu'on va considérer comme un set pour pouvoir faire le for each. C'est particulier, mais cette variable, c'est var VPN user list. Donc c'est notre fameuse variable qu'on a créée juste avant, ici, supplémentaire, var VPN user list. Ensuite, cette variable, ce qu'on veut, donc on a le always run. Donc si jamais on n'utilisait pas le always run, la modification la plus courante qu'on pourrait avoir, si on ne voulait pas le lancer tout le temps, ce serait quoi? Ce serait finalement, le cas qu'on veut avoir, c'est si on rajoute des utilisateurs, on veut trigger ce lancement de Ansible finalement. Donc là, ce qu'on peut faire, finalement, alors imaginons qu'on n'ait pas cette ligne-ci, là je l'ai mise parce que ce que je veux, moi, c'est qu'à chaque fois ça tourne, mais imaginons qu'on veut juste trigger finalement un changement dans cette liste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va définir une variable, la name en l'occurrence, et on va utiliser cette boucle for each, et on va récupérer la valeur de la liste VPN user, donc ici each value, et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand il va y avoir une nouvelle valeur dedans, ça va trigger cette ressource et ça va la jouer pour cette valeur-là en question. Donc nous, en l'occurrence, j'ai quand même remis le always run, de manière à faire en sorte que ça tourne à chaque fois, juste par souci de praticité, parce qu'en fait, ça va me permettre, si on fait du développement, si on ne touche pas à la liste des utilisateurs, mais que si par contre on fait du développement sur le OpenVPN client, du coup, on le prendra en compte. Si on ne met pas cette ligne-là, on ne le prendra jamais en compte. Donc du coup, en mode développement, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Ensuite, on fait la même chose donc pour initialiser l'inventory sur ces trois lignes-là, exactement la même chose que ce qu'on a fait précédemment. On recrée notre fichier d'inventory, se nomme pareil, mais on l'a supprimé avant, donc il n'y a pas de souci, et on le supprime après. La ligne de commande ensuite ici a une petite évolution par rapport à l'autre ligne. Donc on va bien sûr lancer le playbook OpenVPN Client. Par contre, souvenez-vous, c'est que du coup, on va le lancer en surchargeant une variable Ansible à partir de la variable each value, donc le nom pour lequel on est en train d'itérer dans la boucle Terraform. Pour faire ça, c'est pas compliqué. C'est qu'en fait, on va venir dire à Ansible, écoute, la variable VPN user list dans Ansible, donc si on se met dans Ansible VPN user list, donc on est dans OpenVPN ici, dans les rôles, pardon, OpenVPN Client. Du coup, nous, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir surcharger tous les éléments, puisqu'on est en train de passer par la CLI, qui est le plus haut niveau de variable, celui qui s'impose à tous, et on va venir ici, et hop,
on va venir éditer cette variable-là à partir de Terraform. Le petit e va venir éditer cette variable-là. Donc le petit e qui est là, vient éditer cette variable VPN user list, donc de Ansible, à partir de l'itération de la variable VPN user list de Terraform. C'est important à suivre. Et là, du coup, on prend le each value, parce qu'en fait, on est en train de boucler, donc on prend chacune des itérations au fur et à mesure. Et on passe ça derrière, donc à notre playbook en question. Et là, bien sûr, on dépend de la nulle ressource qui est juste au-dessus, c'est-à-dire que si celle-ci n'a pas été passée, à ce moment-là, on considère qu'on ne va pas utiliser celle-ci, et si la ressource instance n'existe pas, on ne va pas non plus le passer. Donc là, on copie cet élément-là. J'ai un doute sur le nulle ressource OpenVPN server, parce que du coup, si lui ne tourne pas... Ouais, non, si, ça doit être bon. Donc, on va venir le rajouter, du coup, maintenant. Dans notre Ansible, on va venir limite ici. On n'oublie pas ici le underscore. Hop, comme ceci. Et derrière, du coup, on sauvegarde. Donc maintenant, on va pouvoir faire notre Terraform apply et vérifier si ça fonctionne. Donc on va se placer ici. On va regarder, donc derrière, ici, on a notre Terraform. Donc on rentre dans notre Terraform. On peut déjà sourcer, donc moi je suis à 2 niveaux au-dessus, souvenez-vous, l'OpenRC, important, OpenRC, source. Voilà, je me mets dans mon répertoire Terraform, j'aurais pu m'y mettre avant, il n'y a pas de souci. Je fais un Terraform plan, et on vérifie s'il retrouve ses petits. Hop, voilà, donc a priori il a l'air de retrouver ses petits. Tac, 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 tac. On va juste vérifier qu'on ait bien les nulles ressources qui ressortent. Quelque part, normalement. Hop. Toc, toc, toc. Voilà, on a nos 2 blocs nulles ressources qu'on voit. Et là, vous voyez, j'ai qu'un seul utilisateur xpestel. Si j'en avais 2, j'aurais 2 nulles ressources entre crochets. On va le voir à cette notion d'entre crochets avec notamment les modules aussi également. Et on voit aussi qu'on a ici le serveur et le client ici. Donc là, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Terraform apply cette fois-ci. Toc, voilà, comme ceci. Et on va dire yes. On va voir ce qui va se passer. Alors il y a peut-être des dépendances, ce genre de choses. Ce qu'on peut faire, c'est un ls-larth dans th/tmp. Hop, voilà. Et là, pour l'instant, on n'a pas de fichier OVPN, donc pour l'instant, donc du coup, on attend qu'il nous génère en plus le certificat client, qui crée déjà aussi la machine. Hein. Souvenez-vous, tout à l'heure, quand on est passé ici, hein, on n'avait rien. Donc là, il devrait nous générer la totalité. Hop, voilà. Donc, on va attendre. Là, il est en train de créer les choses au fur et à mesure. Et ensuite, vous allez voir, il va lancer le Ansible à travers Terraform. Pour l'instant, voilà, il a créé la machine, l'instance. Alors des fois, ça peut aller trop vite, l'enchaînement entre le lancement du Ansible et la fin de la réelle création et mise à disposition de la ressource, instance. Là, vous voyez qu'il a lancé le Ansible finalement. Alors là, il nous a dit justement OVPN unreachable. Hop là. Donc il a eu un souci. Alors, quel souci a-t-il eu OVPN failed, SSH, could not resolve hostname pipelining, name, Alors, donc si jamais ça dure trop longtemps le debug, je vous le ferai juste après. Normalement, là, on est pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est tester, déjà. Donc on va faire un SSH, Debian, ça, toc. Donc là, a priori, ça fonctionne. Donc normalement, il devrait le prendre, sauf s'il prend le mauvais inventory, ou sauf cas de figure, comme je vous disais, qui s'est lancé un petit peu trop tôt. Donc ça, c'est pas impossible non plus. Parce qu'on voit que derrière, il a quand même essayé de faire des choses. Là, il s'est relancé ici. Name or service not known. Donc du coup, ça voudrait dire qu'il ne le connaît pas, le OpenVPN. Alors, tac, 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 on a notre OpenVPN qui est là. Et ouais. Ah, yes, je pense. Donc du coup, ici, OpenVPN. Donc on a notre host qui est OpenVPN ici, sur client et sur notre serveur. Donc, ça devrait être pas trop mal normalement. Donc ça, c'est la valeur finalement de son inventory. Donc il prend bien les éléments en compte. Install OpenVPN, création unreachable. Donc failed to connect to host via SSH, could not resolve hostname pipelining. Alors je pense pas que ce soit le pipelining en lui-même de SSH. On peut le commenter, mais ça m'étonne beaucoup. Je
pense que ça vient surtout d'un autre élément. Mais alors on va le relancer. On va le relancer directement en apply. Hop, voilà. Toc. Donc là on peut mettre yes directement. De toute façon, ce qu'on veut c'est qu'il puisse se lancer. Donc là il est en train d'essayer de lancer le Ansible. Là il est en train de le lancer, vous voyez, je pense, oui. Il a réussi à se connecter en SSH. Et il est en train de se lancer. Donc je pense que là en fait il s'est lancé un peu trop tôt le Ansible. Alors on peut faire un truc moche cette fois-ci. Donc là en fait ce qui est probable dans le déroulement des choses, c'est pas limpide, hein. C'est qu'en fait il a bien deepened, donc il a attendu cette ressource là. Mais il a peut-être été trop vite au moment où on lui a dit go, c'est bon, la ressource est up, et tout n'était pas forcément up. Alors ce qui pouvait peut-être ne pas être up, ce serait ici la floating IP, qu'on pourrait rajouter du coup en dépendance, mais ça je ne pense pas. Ou son association de la floating IP, que l'on a juste au-dessus, qui est celle-ci finalement. Pof, Ansible ici, virgule, toc. Point, hop, celle-ci, voilà. Et ça, ce qu'on peut faire, c'est du coup mettre l'ensemble du bloc, alors on va le faire comme ceci, l'ensemble de ces éléments dans celui qui est juste après, notamment, comme ceci. J'avais une virgule en trop, voilà, toc, comme ceci. Donc là, il est en train, vous voyez, il est en train de jouer le Ansible à travers le Terraform, cette fois-ci. Donc on voit bien comment il l'a lancé. Là il nous met le petit deprecated sur le, souvenez-vous, le temp file pour le Postgre. Bon, c'est pas très grave pour l'instant. Et donc derrière là il est en train de faire son installation. Donc le serveur. Donc très important, vous voyez, c'est le lancement. Après, si ça ne suffisait pas, ce délai, cette prise en compte de depend, parce que on est quand même sur quelque chose qui est un peu tordu, hein, quand même, faut l'admettre. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est un truc très simple. C'est moche, mais c'est efficace. C'est dire, écoute, t'attends 20 secondes avant de te lancer, et puis on verra après. Donc ça peut être quelque chose qui... Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut-être on utilisera. C'est une manière de s'assurer, de se dire écoute, enchaîne pas tout de suite aussitôt, parce que finalement on n'a pas, même si on perd 30 secondes, c'est pas dramatique. Ce qui compte pour nous, c'est l'automatisation globale et pas se prendre les pieds dans le tapis. Donc c'est moche, mais ça peut aider grandement de s'assurer que voilà, tout est bien posé, et on se lance qu'à partir du moment où tout est bien posé. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est plutôt qu'à la place de faire un slip, c'est faire par exemple une commande comme un netcat, attendre que le SSH réponde, et quand le port SSH est ouvert, ça veut dire à ce moment-là qu'on peut envoyer du Ansible dessus finalement, parce que ça veut dire que notre machine est up, et ça veut dire que notre machine est prête à recevoir du SSH. Donc là il est en train de faire, alors il nous a failed sur sur VPN server name. Ah, on a une variable qui n'est pas définie quelque part. Alors, VPN server name qui n'est pas pris en compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner du coup dans les variables du groupe OpenVPN ici. VPN server name, on l'a ici. Alors moi je voudrais qu'il s'appelle pas comme ça d'ailleurs en plus. Bon bah tant pis, on va le laisser comme ça. Ouais, c'est pas grave. VPN server name ici on l'a bien. Dans l'inventaire, on n'en a pas besoin. Ce qu'on peut faire, c'est on va le rajouter dans les defaults du groupe. Ici. C'est un peu moche. Pourquoi il a fait ça? Et pourquoi sur une seule variable? Ça, c'est là la question. Bon, je vais peut-être pas tout débugger là comme ça. C'est sur le OpenVPN Client. Ah, sur OpenVPN Client, c'est pas sur le... Ouais, sur OpenVPN Client, du coup, il l'a pas trouvé. Pour qui, pourquoi? La task create... ok. C'est assez bizarre. Parce que même si on l'avait pas dans les defaults, normalement il est censé l'avoir prise à partir du groupe puisqu'elle est dans le groupe. Normalement. Et pourquoi juste celle-là en plus? Ah oui, alors c'est vrai que dans le OpenVPN Client, il n'y a que deux variables normalement, c'est ces deux-là qui sont utilisées. Et il y a celle-ci a priori qui était utilisée qu'on n'a pas vu passer. Pourquoi il n'a pas chargé celle du groupe? C'est ça la question. Parce que celle du groupe normalement aurait dû surcharger. Celle-ci aurait dû être prise en compte.
Donc nous, si on se met dans OpenVPN Client Default, bon, on va la passer ici. Pour le moment, je pense que ça devrait résoudre quand même le problème. Alors, invalide depend. Ah, ça ne plaît pas. OpenVPN Server. Adresse. Ah oui, ok. Donc là, on a mis un peu trop d'éléments. Quoi. Hop, ici, c'est pas adresse, c'est juste la floating IP. On se base pas sur une valeur de variable pour faire un depends, on se base sur une ressource. Donc là, ok. Je vais essayer de débugger cet élément-là de manière à pas vous faire attendre de trop, mais que vous voyez un petit peu les petits conflits qu'on peut avoir. Et là, on relance du coup. C'est reparti. Donc là, ça devrait aller plus vite, puisqu'en fait, le OpenVPN server est déjà installé. Lui, il a bien pris la variable OpenVPN, le name. Hop, voilà. D'ailleurs, on devrait voir passer le name, je ne sais pas où, là. Il a dû passer, normalement. Bref. Ah, où il passe après. Je sais plus. Donc là, il nous refait tous les petits checks. Il nous dit que c'est du OK, donc il n'y a pas de change. Il skip même certains éléments. Et donc là, vous voyez, il a bien pris le nom hein, sur celui-ci. Mais c'est sur le client qu'il ne l'a pas pris. Comme s'il n'avait pas pris les variables de groupe. Ah, ouais, il a peut-être pas pris. Oui, puisqu'on n'est pas sur le même inventaire. Je pense qu'il n'a pas pris les variables de groupe. Sur l'autre, ça a fonctionné parce qu'en fait, on les avait déjà dans le default du rôle. Donc là, il n'a pas pris les variables qui sont dans cet endroit-là. Voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est comme on a fait le tiret petit i avec un inventaire qui est forcé à côté. Donc du coup, il n'a pas pris en compte celle-ci, env-dev et ces variables-là. Ça, on pourrait les récupérer en fait en lui précisant qu'on a un fichier de variables. C'est possible par Ansible, je vous retrouverai le truc. Dans la ligne de commande, on pourrait lui dire, bah écoute, va chercher quand même à cet endroit-là comme source de variables, soit par Ansible, soit par Terraform, d'une manière ou d'une autre, on y arrivera. Là, vous voyez qu'il a fetch le fichier OpenVPN. Donc normalement, si on va ici, on fait LARTH, je retrouve mon xpestel, bon, je peux charger mon VPN, non, je ne vais pas le charger, on sait que le certificat en lui-même, il n'y a pas de raison qu'il diffère énormément de ce qu'on a vu précédemment, quoi, ça ne sera pas le même certificat, hein. On ne fait pas du copier-coller, mais en tout cas, sa structure ne devrait pas évoluer, puisque l'Ansible lui-même n'a pas évolué. Donc là, si on refait un Terraform apply quand même, juste pour boucler un petit peu sur les choses, donc un Terraform plan plutôt qu'un apply, on va faire toujours le plan plutôt que le apply, hein. Ce que je l'ai fait tout à l'heure, c'est plutôt parce que voilà, je savais le comportement que ça avait, j'étais pas en production non plus. Là, qu'est-ce qui se passe? On a le fameux trigger, vous voyez, qui force le remplacement. Ça, c'est important à avoir en tête. Et pourquoi il force le remplacement? Parce que la variable always run, on l'a set, on l'a définie avec le timestamp qui est différent à chaque fois. Donc du coup, il fait, ok, moi cette valeur-là, tant que t'as pas appliqué, je connais pas sa valeur. Par contre, je sais que ça va forcer le remplacement. Du coup, il force le remplacement de la ressource. Ce qu'on peut faire aussi, c'est créer un deuxième utilisateur, vérifier si ça fonctionne. Donc pour créer le deuxième utilisateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les variables Terraform ici. On va faire virgule et on va créer l'utilisateur Xavier. Voilà, comme ça. Et on va le relancer. Normalement, ça va être aussi assez rapide. On va faire un apply. Alors, on peut refaire un plan, simplement. Hop, voilà, plan. Ça, on va avoir le temps de regarder quand même ce qu'il va nous proposer. Et là, dans le plan, on a donc le xpestel qu'on avait avant, mais on a aussi, du coup, en plus, pas en remplacement. Vous voyez, là, celui-ci, c'est un remplacement, et celui-ci, c'est en plus. Alors, quand il dit remplacement, ça ne veut pas dire qu'il va changer le certificat, c'est juste, ça veut dire qu'il va relancer le script shell qui est dedans, donc, et qui package finalement le Ansible. Là, si je relance, je vais faire Terraform apply. Alors bien sûr, là, on fetch les certificats qu'on ramène sur notre laptop à nous. Attention à qui fait ça, parce que c'est pas une très bonne pratique que quelqu'un ait sur sur son laptop tous les certificats au VPN de tous les clients OpenVPN. C'est quand même pas terrible du tout. Là, le but, c'est de se dire, je récupère, parce que voilà, on est dans un cas de figure qui s'y prête,
dans la normale, il vaudrait mieux le laisser sur le serveur distant, aller le récupérer, ou sinon faire ce qu'on fait, mais vraiment se dire, il n'y a qu'une personne ou une personne habilitée à pouvoir faire ça, et il va récupérer le certificat et le déposer. Voire même, on pourrait faire imaginer plus, si vous utilisez des outils avec API pour la gestion de secrets type Passbolt ou quoi, vous pouvez imaginer utiliser Ansible. Alors je ne sais pas si on va utiliser le module URI de Ansible plus tard, qui est finalement un curl qui est capable d'envoyer des données, par exemple, sur une API. Bah là, si vous utilisez, je sais pas, Passbolt, par exemple, qui est capable de prendre qui a une API, qui est capable de prendre des secrets par API, là, vous pourriez envoyer ce certificat sur Passbolt, et ne jamais avoir affaire au secret lui-même, et faire en sorte de dire à l'utilisateur final, écoute, je te partage ton secret, ou je te donne ce secret-là, il est dans Passbolt, moi je ne l'ai pas vu, mais il est là, et toi tu peux récupérer tes éléments. Donc ça, ce serait le meilleur des cas de figure, et plutôt une bonne manière de travailler, parce que du coup, comme ça on est un peu plus propre. Là, du coup, il va nous créer, où est-ce qu'il est notre ls? Oui, il doit être ici, notre ls, voilà. Donc nous, ce qu'on attend, pourquoi j'ai fait un slash, voilà, c'est, bah voilà, il l'a créé, là, Xavier au VPN, donc là, il a fini, ouais, et il nous a fait le taf, donc ça, c'est cool. Attention, de mémoire, que je dise pas de bêtises, c'est qu'on n'a pas prévu la suppression de certificats. Donc là, il faudrait modifier le module en question pour faire de la suppression de certificats. On va pas le faire, ce serait pas très compliqué, il faut comparer juste des listes et se dire, ah tiens, j'ai un élément en plus, j'ai un élément en moins ou pas. Mais voilà, c'est pas quelque chose où on va repasser beaucoup de temps dessus pour pas forcément un intérêt majeur. En tout cas, c'est à prendre en compte hein, d'un point de vue cybersécu, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va destroy, hein, toujours. Donc Terraform destroy, comme ceci. Et on va lui faire un yes. Voilà. C'est parti, et donc là il va tout supprimer, il va nous rester que les certificats dans notre /tmp, mais ça on s'en fiche. Et on va voir donc dans les prochaines vidéos, on va commencer les modules Terraform. Donc on va s'initier dans la prochaine vidéo au module, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. On va voir comment on va le mettre en place juste pour découvrir comment ça fonctionne sur le network, si jamais on voulait instancier différents networks. Et puis ensuite, on va le faire et on va faire évoluer notre instance, notre manière de créer les instances. Et là, il va y avoir de la matière, je pense que c'est le point le plus délicat de toute la playlist, donc on va essayer de segmenter un peu les choses pour que ce soit facilement compréhensible pour tout le monde. Voilà, donc du coup, on fait un petit check, on se rend sur notre cloud Infomaniac, sur l'interface, et donc là, vous voyez, on n'a plus rien, donc ça c'est cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, mettre des pouces bleus, à commenter, et puis moi je vous dis à très bientôt, ciao à tous.